Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 11 septembre 2025 et notre ami Alex Kreiner est de retour parmi nous. Bienvenue à nouveau, Alex. Merci de m'accueillir à nouveau, Nima. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Veuillez vous abonner et cliquer sur le bouton j'aime pour nous aider à toucher plus de monde. Alex, hier, quelque chose de vraiment choquant s'est produit aux États-Unis. Nous avons appris que Charlie Kirk a été abattu alors qu'il s'exprimait sur un campus universitaire. Il y avait beaucoup de monde discutant de nombreux sujets, des questions sociales, des questions politiques. Après cette catastrophe, il semblait que tout le monde essayait de tirer profit de ce qui s'était passé. Certaines personnes, en particulier celles qui soutiennent Israël, ont affirmé qu'il avait été tué parce qu'il soutenait Israël. Quel est ton avis? Quelle est votre compréhension de cela? Est-ce qu'on a encore une droite et une gauche aujourd'hui? Y a-t-il encore quelque chose qui sépare vraiment les gens? Je ne le vois pas. Je ne vois pas de droite ni de gauche. Je ne vois pas ça en Europe. Je ne vois pas ça dans le pays où je vis, au Brésil. Je ne vois pas ça aux États-Unis. Je pense que c'est vraiment simpliste de juger les gens en fonction de la droite ou de la gauche. C'est bien plus profond que ça. Qu'en pensez-vous? Eh bien, j'ai longtemps pensé que la division entre la gauche et la droite était une fausse dichotomie, car j'ai grandi dans le monde communiste, dans l'ex-Yougoslavie, sous le gouvernement communiste à parti unique. À l'école, nous devions étudier le marxisme. Ensuite, je suis allé en Occident à l'âge de 17 ans, et le reste de mon éducation a été très axé sur le capitalisme. J'ai étudié l'économie à l'université, puis je suis devenu négociant en pétrole, et plus tard gestionnaire de fonds spéculatifs. Donc je ne suis pas, vous voyez, je ne suis pas attaché à ces clivages idéologiques. Mais aussi, plus on comprend les véritables enjeux, plus on se rend compte qu'ils sont complètement factices. Les gens en Occident pensent qu'ils vivent dans un monde capitaliste et que des endroits comme le Venezuela, la Chine, l'ex-Union soviétique et les pays de l'Est avaient un système socialiste. En réalité, les systèmes étaient exactement les mêmes. Ils reposaient sur exactement le même système monétaire. Les différences concernaient principalement la répartition de, disons, la nature des dépenses publiques. Ainsi, dans les systèmes que nous appelons socialistes, les dépenses publiques sont orientées du bas vers le haut, c'est-à-dire que l'argent est distribué aux programmes sociaux, disons des retraites plus généreuses, une meilleure couverture santé, l'éducation et ce genre de choses. Tandis que dans ce que nous appelons un système capitaliste, les dépenses publiques vont du haut vers le bas, c'est-à-dire qu'elles profitent principalement aux grandes entreprises, aux grandes banques, aux complexes militaro-industriels, à l'agro-industrie, à la grande pharma, et ainsi de suite. Ils sont tous très très fortement subventionnés par le gouvernement, et personne ne s'en plaint, parce que si l'argent va déjà aux riches, appelons-les les grands patrons et les détenteurs d'obligations, alors tout le monde trouve ça fantastique. C'est comme ça que les choses devraient être. Mais fondamentalement, c'est ça la différence. Et je pense que toute la division gauche-droite n'est qu'une construction idéologique destinée à distraire les gens en les faisant débattre des mauvais sujets. J'ai d'ailleurs remarqué que beaucoup de gens ont réagi à l'assassinat de Charlie Kirk comme s'il s'agissait de violences de gauche. Cela n'a rien à voir avec la gauche ou quoi que ce soit de ce genre. Le conflit, c'est toujours, tu sais, c'est très important de garder cela à l'esprit. Et toi et moi en avons déjà discuté plus d'une fois. Le conflit oppose deux systèmes de gouvernance. Ces deux systèmes sont, d'une part, l'approche oligarchique et colonialiste occidentale, qui vise toujours à bâtir un empire de colonies à travers le monde,
et d'autre part, pratiquement le reste de l'humanité. Tant des pays comme la Russie, la Chine, l'Iran, le Brésil, l'Afrique du Sud, etc., que les populations nationales elles-mêmes. Car si les populations nationales ne sont pas favorables à ce système de gouvernement oligarchique, qui prévaut particulièrement en Europe occidentale, dans les anciennes nations colonialistes, comme la France et la Grande-Bretagne principalement, mais aussi aux Pays-Bas, en Allemagne et dans quelques autres. Alors ce système réprime également ses propres populations, ce que l'on observe partout autour de nous. Nous venons d'assister à des affrontements très violents entre des manifestants français et la police française, ce qui est un phénomène régulier. Nous avons vu la même chose en Allemagne. Le parti AfD, qui n'est pas favorable au système mondialiste, vient de perdre 14 de ses candidats dans une région, tous décédés subitement en l'espace de 2 semaines, ce qui est statistiquement presque impossible. En France, l'opposition de l'Assemblée nationale menée par Marine Le Pen, en gros, elle a été interdite par les tribunaux français de participer aux élections présidentielles. Il y a eu une tentative d'assassinat contre Robert Fico. Il y a eu la disqualification de Călin Georgescu en Roumanie, et ainsi de suite. Et qu'ont tous ces gens en commun? Ils s'intéressent à la souveraineté de leur nation. Ils veulent retrouver la souveraineté de leur nation. Et en cela, ils s'opposent au système mondialiste de ces oligarchies d'Europe occidentale, qui sont d'ailleurs également présentes dans d'autres endroits, comme le Japon, les États-Unis, et ainsi de suite. Ils ont leurs satellites partout. Wall Street est l'un des satellites les plus puissants de ce système oligarchique, qui est toujours d'ailleurs enraciné dans les oligarchies de prêteurs d'argent. Ce n'est pas n'importe quel type d'oligarchie. Ce sont particulièrement les prêteurs d'argent, le cartel bancaire, les banques trop grandes pour faire faillite, les personnes qui les contrôlent. Ce n'est pas, vous savez, c'est caché. Alors vous savez, parfois les gens disent, eh bien pourquoi ne donnez-vous pas de nom? Eh bien, je ne connais pas les noms parce qu'ils sont gardés secrets. Et même le Congrès américain ne peut pas obtenir ces noms pour savoir exactement à qui il a affaire. Mais nous savons que certaines familles reviennent tout le temps, comme les Rothschild, les Rockefeller, les Mellon, les Fairchild, et ainsi de suite. Donc nous en savons un peu. Mais tout cela reste vague et flou. Mais voilà l'opposition. Ce sont les oligarchies des puissances d'Europe occidentale et des États-Unis, opposées à tout le reste. Pas seulement à d'autres nations comme la Russie et la Chine, mais aussi à toute personne qui s'oppose à elles, même au niveau national. Je pense donc que Charlie Kirk était un leader d'opinion important, un activiste et influenceur majeur aux États-Unis qui soutenait Trump, dont l'activisme visait à ramener les États-Unis à leurs racines républicaines, à protéger la souveraineté américaine, sans la brader aux mondialistes. Et donc il a fini par se faire tuer. Cela n'a rien à voir avec le fait qu'il soit à droite du centre et qu'il ait été tué par des personnes de gauche. Cela a tout à voir avec son opposition implicite au système de gouvernance mondialiste. Et puis vous savez, qui exactement l'a tué? Nous ne savons pas, mais il paraît qu'il craignait lui-même d'être tué par les Israéliens, même s'il a longtemps été un fervent défenseur et soutien d'Israël, même pendant ce génocide. Mais il était aussi, je crois, sur la liste des personnes à abattre en Ukraine, ou quelque chose comme ça. Il figurait sur leur liste. Et d'après les commentaires que je vois en ligne, beaucoup de gens disent que non, ce n'était absolument pas un gauchiste mécontent. C'était un assassinat professionnel, bien planifié et bien coordonné. Donc je ne gaspillerai pas d'énergie à blâmer les gauchistes. C'est un autre problème auquel nous sommes confrontés. Voici une partie de ce qu'il a dit sur le PBD Podcast, le podcast de Patrick Bet-David.
à propos d'Israël, Alex? Tout le pays est une forteresse. Lorsque j'ai entendu cette histoire pour la première fois, j'ai eu le même instinct viscéral qu'au début. J'ai vraiment du mal à y croire. Je suis allé à cette frontière de Gaza. On ne peut pas faire 3 mètres sans tomber sur un jeune de 19 ans armé d'un AR-15 ou d'une mitrailleuse automatique, qui est un soldat de Tsahal, n'est-ce pas? Tout le pays est sous surveillance. Alors laissez-moi expliquer un peu tout cela. On ne parle pas souvent de la politique israélienne, et la plupart des Américains ne le savent pas. Depuis 9 mois, Israël est au bord de la guerre civile. Ce n'est pas une exagération. Cette histoire judiciaire, il y avait des centaines de milliers d'Israéliens dans les rues parce que Bibi Netanyahou était en train de redéfinir la constitution israélienne. Ce n'est pas une exagération. Il disait que le pouvoir judiciaire avait trop de pouvoir. Des manifestations étaient prévues cette semaine contre Netanyahou, où l'on s'attendait à ce que des dizaines de milliers de personnes descendent dans la rue. Tout cela a disparu, Patrick. Netanyahou dispose maintenant d'un gouvernement d'urgence et d'un mandat pour diriger. Je ne vais pas jusqu'à dire que Netanyahou était au courant ou qu'il y avait des renseignements à ce sujet, mais je pense qu'il faut se poser certaines questions. Y a-t-il eu un ordre de ne pas intervenir? Y a-t-il eu un ordre de ne pas intervenir? 6 heures? Je n'y crois pas. Israël a la taille du New Jersey. Quand j'ai pris un hélicoptère de Jérusalem à la frontière de Gaza, ça a pris 45 minutes. 6 heures. Ils diffusent en direct le massacre de Juifs. Est-ce que quelqu'un au gouvernement a dit « n'intervenez pas » ? C'est une question légitime qui n'a rien d'une théorie du complot. Tout le pays, c'est l'armée israélienne. Tout le pays. Et vous essayez de me dire qu'ils vont à des concerts, dans des kibbutz, dans des écoles. Et d'après les rapports... Oui, ce sont exactement le même genre d'arguments que nous avons ici dans ce podcast, Alex. Ce n'est pas très différent de ce que nous faisons et de ce dont nous parlons. Oui, exactement. Sauf que Charlie Kirk avait une audience bien plus large. Il était américain. Son organisation Turning Point USA était très proche de Donald Trump. Je pense qu'ils ont galvanisé une grande partie de l'opinion publique américaine en faveur de Donald Trump. Donc peut-être qu'au moins aux États-Unis, il a été un acteur bien plus important. Et puis vous savez, il a commencé comme un fervent soutien d'Israël. Ce qui signifie qu'il a probablement été très bien accueilli, très bien accepté par le groupe pro-israélien aux États-Unis. Donc le voir changer d'avis et commencer à douter pourrait amener beaucoup de ses soutiens d'Israël à changer d'avis et à douter eux aussi. Donc en cela, vous savez, parce que vous et moi sommes peut-être du même côté depuis longtemps. Je veux dire, j'ai pensé que c'était une opération sous fausse bannière dès le premier jour. Ah, parce que je connais un peu cette frontière de Gaza. J'ai un ami qui faisait partie de l'armée israélienne, dans le renseignement, et qui a travaillé précisément à la frontière de Gaza. Et cette personne m'a dit à 100% que c'était une attaque sous faux drapeau. Il n'y a aucune chance que cela ait pu se produire autrement. J'y étais, j'ai travaillé à cette frontière, aucune chance. Et puis si tu as fait attention, j'ai trouvé 7 autres témoignages d'anciens soldats de l'armée israélienne, des commandants qui connaissaient bien cette frontière et qui ont dit la même chose. Il n'y a pas la moindre chance que ce ne soit pas une opération sous faux drapeau, qu'il n'y ait pas eu un ordre de ne pas intervenir. Et je pense qu'entre-temps, quelqu'un est même sorti pour confirmer, non, on a bien reçu un ordre de ne pas intervenir. Donc c'est clair. Mais tu sais, Charlie Kirk, c'est une autre catégorie de personnes. C'est un vrai croyant qui a commencé à perdre la foi. Ainsi, de nombreux véritables partisans lui prêtent attention. Donc, s'il commence à perdre la foi, il commence à se demander « réfléchissons à cela ».
Et alors, vous savez, le soutien large à Israël aux États-Unis pourrait commencer à s'effriter. Donc, qui sait? Vous savez, les Ukrainiens l'avaient aussi sur leur liste noire. Mais ensuite, une fois que vous comprenez cette perspective, qu'il s'agit d'un conflit entre l'ordre mondial fondé sur des règles, ce système de gouvernance oligarchique, et tous les autres, vous comprenez alors que le conflit en Ukraine et le conflit en Israël sont deux champs de bataille d'une même guerre. Il n'est donc pas surprenant que le gouvernement de Kiev et celui de Jérusalem, Tel Aviv, soient tout aussi irrités par Charlie Kirk et veuillent sa mort. Alex, pour revenir sur le sujet, puisque nous parlons de Charlie Kirk, beaucoup de gens discutent de ce qui se passe. Et cette mentalité droite-gauche, aujourd'hui en Europe, si l'on prend Macron, Starmer, Merz, peut-on vraiment dire qui sont ces personnes? Sont-ils de gauche? Sont-ils de droite? Il n'y a rien de clair. Pourquoi devrions-nous nous lancer dans ce genre d'arguments et de discussions alors que nous savons que nous perdons simplement notre temps? Eh bien oui, vous voyez, je viens de mentionner les gouvernements à Kiev et à Jérusalem, et ils ne sont pas de gauche. Ce sont des fascistes. Et puis si vous regardez les gouvernements à Berlin, à Paris, à Londres, eux aussi sont fascistes. À Berlin, vous avez Friedrich Merz, qui est l'ancien PDG de BlackRock Allemagne, n'est-ce pas? Et puis à Paris, à l'Élysée, vous avez Emmanuel Macron, qui est un ancien banquier de chez Rothschild. Et puis en Grande-Bretagne, vous avez Keir Starmer, qui n'est pas un ancien banquier, mais il est avocat. Et c'est le serviteur de Tony Blair. Tony Blair est la grande éminence, l'éminence grise derrière le gouvernement Starmer, et l'homme qui tire réellement les ficelles. Et Tony Blair est une figure incontournable de la City de Londres, qui est le siège du cartel bancaire mondial, n'est-ce pas? Et puis, après avoir terminé son mandat de Premier ministre, après avoir pris sa retraite en tant que Premier ministre de Grande-Bretagne, il a obtenu un poste de conseiller chez JP Morgan à 5 millions de livres par an. Je ne sais pas sur quoi il les conseillait, mais il leur a bien livré la guerre en Irak, avec son fameux dossier trafiqué sur Saddam Hussein, censé pouvoir bombarder Londres à l'arme nucléaire en 45 minutes. Voilà, c'était Tony Blair. Et je pense qu'il était le chef de file, c'est à lui qu'on avait confié la mission de livrer cette guerre. George Bush et son gouvernement semblaient être aux commandes, mais je n'en suis pas convaincu. Tony Blair était très impliqué. Et ils avaient des liens très étroits. Vous savez, cette fameuse relation spéciale. On ne sait pas exactement comment ça fonctionne, mais on sait qu'ils ont des liens extrêmement proches, ou du moins ils en avaient jusqu'à l'arrivée de Trump, avec tous les gouvernements, avec George W. Bush, Obama, Clinton et Biden. Alex, nous avons vu Israël attaquer le Qatar, et cela a d'une certaine manière bouleversé la donne au Moyen-Orient, pour la géopolitique de la région, pour ce qui s'y passe actuellement. Et ce n'est pas la Syrie, ce n'est pas Bachar al-Assad, ce n'est pas non plus le Liban, ni le Yémen. Il s'agit de l'un des alliés les plus importants des États-Unis au Moyen-Orient. Et ils ont attaqué, ils ont échoué à assassiner les dirigeants du Hamas. Voici ce qu'a déclaré Netanyahou. Et l'ambassadeur israélien aux États-Unis a laissé entendre qu'ils allaient poursuivre cette mission d'assassinat. Mais voici ce qu'a dit Netanyahou. Ils devraient applaudir Israël pour avoir défendu ces mêmes principes et les avoir mis en pratique. Et je dis au Qatar et à toutes les nations qui abritent des terroristes, soit vous les expulsez, soit vous les traduisez en justice. Parce que si vous ne le faites pas, nous le ferons. We will. Yeah. It seems that they're not backing down. They're going to attack again Oui, and again. il semble qu'ils ne reculent pas.
Ils vont attaquer encore et encore, jusqu'à pouvoir assassiner ces personnes. En ce qui concerne l'attaque contre le Qatar, je pense que la gravité de ce qui s'est passé est immense pour la région. Comment pouvons-nous comprendre cela? Comment voyez-vous les conséquences de ce genre d'acte pour les États-Unis, selon vous, principalement? Eh bien, tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. En écoutant Benjamin Netanyahou, il me prend toujours au dépourvu avec ce genre de choses. Mais vous savez, l'hypocrisie de cet homme est tout simplement hors norme, car Benjamin Netanyahou est le parrain du Hamas. Il a en fait coordonné avec le Qatar pour le financement et il a fait pression sur le Qatar pour qu'il continue à financer le Hamas. Même lorsque les Qataris avaient des réticences et ne voulaient plus financer le Hamas. Et maintenant, il fulmine contre les Qataris en les accusant d'abriter des terroristes. C'est précisément l'organisation que vous avez contribué à faire naître, M. Netanyahou, et dont vous avez insisté pour poursuivre le financement. Dans quel but? Empêcher la création d'un État palestinien. Donc, il voulait financer un groupe qu'il voulait transformer en, vous savez, fanatiques djihadistes, ou du moins il les présentait comme tels. Vous savez, il voulait un tel groupe afin de pouvoir dire qu'il n'y avait personne avec qui négocier. Et puis, pour s'assurer que le Hamas et le Fatah en Cisjordanie ne se parlent pas, qu'ils restent en conflit l'un avec l'autre. Mais en ce qui concerne le Qatar, il y a une chose qui, pour une raison que j'ignore, est systématiquement passée sous silence dans les médias occidentaux traditionnels. C'est que le Qatar est un ami très proche et un allié de l'establishment de la politique étrangère britannique et du gouvernement britannique. Le Qatar dispose de 2 bases aériennes qu'il utilise en Grande-Bretagne, où les pilotes d'avions qataris sont formés par des pilotes de la Royal Air Force. Je pense que le Qatar est à peu près le seul pays au monde à disposer de 2 bases militaires au Royaume-Uni. Et il coopère de très près en matière de partage de renseignements. Le Qatar a été, vous savez, la base arrière de cette partie de la direction du Hamas, qui ne vivait pas vraiment à Gaza. Il vivait à Doha, dans le luxe le plus total, des personnes comme Khaled Mekal, Ismail Haniyeh et d'autres. Il voyageait en jet privé, séjournait dans des hôtels 5 étoiles. Il ne partageait pas le sort du peuple palestinien à Gaza. Et lorsque l'attaque a eu lieu mardi au Qatar, mon premier pressentiment a été que c'était une attaque contre Trump. Et ma première question est, à qui profite cela? Et ce n'est pas Trump. Même si beaucoup de gens aiment détester Trump, cela a potentiellement porté un coup fatal à sa crédibilité, car ce n'était pas la première fois qu'il tombait dans ce piège. En juillet, l'administration Trump négociait avec les Iraniens, puis les Israéliens ont attaqué les négociateurs iraniens et en ont tué plusieurs. C'était donc la 2e fois qu'il tombait exactement dans le même piège. Quoi qu'il en soit, alors que je me posais la question, la nouvelle est tombée qu'un avion de surveillance de la Royal Air Force britannique tournait au-dessus de Doha pendant des heures au moment des attaques. Et puis, on a aussi vu que Trump était très embarrassé. Il disait « Je ne suis pas très content de cela ». Trump was very embarrassed. He was saying, "I'm not very happy about this," and then he called the Qataris and, you know. Et puis il a appelé les Qataris et a fait une déclaration sur ce qu'il avait dit. Peut-être que c'est ce qu'il leur a dit, mais en gros, l'essentiel était que cela ne se reproduirait plus jamais et qu'ils allaient signer un nouvel accord de coopération militaire avec le Qatar. Et puis, presque immédiatement après, Netanyahou sort et dit non, nous referons cela. Ils contredisent donc directement Trump sur ce point et le défient, sapant ainsi sa crédibilité. C'est donc un énorme problème. Mais pour une raison quelconque, le rôle des Britanniques n'est jamais examiné. Cela passe toujours sous le radar, et tous les commentaires et toute la virulence sont dirigés contre les Américains,
et maintenant en particulier contre Trump. Directed at the Americans, and now, particularly Trump. I think we need to look a lot more closer at. Je pense que nous devons examiner de beaucoup plus près ce que font les Britanniques. C'était leur avion de surveillance qui survolait Doha, de la même manière que les avions de surveillance de la Royal Air Force britannique survolent Gaza presque tous les jours. Et nous savons qu'ils partagent des renseignements avec les FDI en temps réel. On peut supposer qu'ils leur fournissent des renseignements de ciblage afin que les Israéliens sachent où larguer les bombes. À mon avis, cela pourrait être exactement la même raison pour laquelle l'avion de la Royal Air Force survolait Doha mardi. Donc vous savez, les gens se sont déchaînés contre Trump. En partie, il l'a mérité parce qu'il n'a pas très bien géré la situation. Mais je pense que le rôle des Britanniques doit être examiné de beaucoup plus près. Je pense que c'était, on peut dire qu'ils ont été attaqués. Et il a été rapporté dans les médias qu'ils avaient quitté la salle de négociation pour prier. Et c'est pour cette raison qu'ils ont laissé leur téléphone portable lorsque les Israéliens les ont attaqués. Mais à mon avis, il s'agissait d'une vaste opération de renseignement au Qatar. Et qui est derrière tout cela? C'est la grande question. Certaines rumeurs disent que les services de renseignement turcs ont réussi d'une manière ou d'une autre à les prévenir avant que cela ne se produise au Qatar. Mais c'était à la toute dernière minute, dans les derniers instants de l'attaque. C'est pourquoi ils n'ont pas pu organiser une évacuation complète des lieux. Oui, c'est exact. Apparemment, c'est le MIT turc qui a informé la délégation du Hamas ou les Qataris que l'attaque allait avoir lieu au dernier moment, ce qui leur a permis de l'éviter et de survivre. Je ne comprends pas pourquoi Trump et son entourage ont essayé de s'approprier cela en disant « Oh oui, nous ». En réalité, c'est Netanyahou qui a déclaré que les Américains avaient donné leur feu vert à l'attaque. Puis Trump a dit « nous avons informé le Qatar à l'avance ». Mais il s'est avéré qu'ils ont informé les Qataris 10 minutes après que l'attaque ait déjà eu lieu, ce qui signifie qu'ils ne savaient pas non plus. Ils ont été pris par surprise, je suppose par les Israéliens et les Britanniques. Et vous savez, cela risque de détruire la crédibilité de Trump, car qui voudra désormais négocier quoi que ce soit avec les Américains, avec son administration? Vous mettez votre vie en danger si vous négociez avec eux. Et même si Trump ne le fait pas, même si ce n'est pas Trump ou Hegseth ou Marco Rubio ou Witkoff, mais peut-être que leur administration est tellement infiltrée par des espions et des informateurs qui ne peuvent même pas négocier quoi que ce soit avec qui que ce soit sans que les Britanniques ou les Israéliens soient au courant. Alors c'est un énorme problème qu'ils doivent résoudre. Mais nous verrons ce qui se passera, car je pense que les Qataris n'auront pas d'autre choix, aucune option, que d'essayer de recoller les morceaux avec les Américains. Je pense qu'ils devront peut-être repenser leur relation avec les Britanniques. Parce que si je sais que l'avion britannique survolait Doha au moment des attaques, alors ils le savent. Les Russes le savent. Les Américains le savent maintenant. Les gens du Hamas le savent. Je pense que le point positif dans cet événement, c'est qu'il a permis de mettre en lumière qui est réellement l'incendiaire de la paix dans la région. En tête de liste, selon moi, se trouve toujours l'établissement de la politique étrangère britannique. Je tiens à bien préciser qu'il s'agit du gouvernement britannique et non du peuple britannique. Car à mesure que les gens prennent conscience du rôle du Royaume-Uni, il faut comprendre que les Britanniques eux-mêmes sont maintenus dans l'ignorance à ce sujet, qu'on leur ment et qu'on les soumet à la propagande.
Le conflit entre ces deux systèmes de gouvernance ne vise pas seulement les nations étrangères, mais aussi leur propre population. Et aujourd'hui, on voit des mouvements sociaux commencer à prendre de l'ampleur au Royaume-Uni à mesure que les gens réalisent ce qu'on leur fait subir également. Alex, voici ce qu'a dit le Premier ministre qatari. Parce que l'acte en lui-même, je veux dire, la portée de cet acte, aucun esprit humain ne peut vraiment la saisir. Nous pensions avoir affaire à des gens civilisés. C'est ainsi que nous traitons les autres. Mais l'action qu'il a entreprise, c'est je n'arrive pas à la décrire, mais c'est un acte barbare. Ce Premier ministre nous entraîne dans un monde chaotique. Vous savez, les dirigeants arabes, je pense qu'ils sont tellement désespérés. Ils ne savent pas quoi faire, parce que tout ce temps, ils cherchaient d'une certaine manière la sécurité à travers leurs liens et leurs relations avec les États-Unis. Si Israël peut les attaquer et que personne n'est là pour les défendre, alors qui sera là? Ils n'ont pas une armée capable de réagir ou de répondre à Israël. Donc hier, j'ai entendu que le Premier ministre qatari ou des responsables au Qatar ont dit à Wetcov qu'ils cherchaient des alternatives à la sécurité offerte par les États-Unis. Ils pourraient se tourner vers la Chine ou la Russie, je ne sais pas, d'autres endroits. Non, évidemment, vous savez, parce que je pense que nous sommes maintenant à un point d'inflexion, peut-être pas au moment culminant, de la transition du modèle britannique de sécurité, ou plutôt d'insécurité, sur la masse continentale eurasienne, qui a toujours été façonnée par le principe du diviser pour mieux régner. On monte donc toujours un voisin contre un autre, on les arme tous les deux, et on leur accorde des prêts à tous les deux. Et on veille toujours à ce que lorsque l'un devient un peu plus puissant que l'autre, on soutienne l'autre. C'est ce qu'on appelle l'approche de l'équilibre des puissances, n'est-ce pas? Et cela a abouti à plus d'un siècle de guerre sur le continent eurasien. Ce que les Russes et les Chinois essayent de faire, c'est de réinitialiser cette architecture de sécurité pour instaurer un siècle de paix, voire une paix permanente sur le continent. Et Israël a été créé au Levant, sur les territoires palestiniens, précisément dans le but de maintenir la région constamment déstabilisée, constamment au bord de la guerre ou en guerre. Rien que ces dernières 72 heures, Israël a attaqué 6 pays de la région, 6 en 72 heures. Personne ne sourcille. Vous savez, quelques drones venus de Russie ou d'Ukraine survolent l'espace aérien israélien ou polonais et tout le monde s'indigne. C'est perçu comme une offense impardonnable. Les Russes barbares, regardez ce qu'ils font. Israël bombarde 6 de ses voisins en 3 jours. Et tout le monde trouve cela normal, parce qu'Israël a le droit de se défendre et peut faire ce qu'il veut. Ils peuvent tuer les équipes de négociation des autres, leur gouvernement, leur premier ministre et tout le cabinet. Au Yémen, ils peuvent bombarder l'ambassade d'Iran en Syrie. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, et personne ne s'en soucie. Et donc, vous savez, une analyse impartiale de ces choses, déjà en 2012, aux États-Unis, en coopération avec toutes, je crois qu'il y en avait 16 à l'époque, toutes les 16 agences de renseignement des États-Unis, est arrivée à la conclusion que l'existence d'Israël est antithétique aux intérêts américains dans cette région. Et maintenant, cela devient évident. Malheureusement, il y a beaucoup de mythes, beaucoup d'idées reçues, où tout le monde pense que les États-Unis sont subordonnés à Israël. Ce n'est pas le cas. Que Donald Trump serait d'une certaine manière dévoué à Benjamin Netanyahou et qu'il ferait tout ce que Benjamin Netanyahou dit, je ne pense pas que ce soit la vérité non plus.
But I think that we're coming to the point where Mais je pense que nous arrivons à un point où la situation actuelle devient insoutenable. Et cela devient évident même pour le public en Occident, aux États-Unis et en Europe de l'Ouest. Et c'est encore plus évident pour toutes les puissances régionales. Et donc maintenant, étant donné que les États-Unis ne peuvent pas vraiment agir contre Israël, parce que comme nous l'avons vu, le Congrès américain est pratiquement sous la coupe d'Israël. Si Benjamin Netanyahou venait aujourd'hui au Congrès américain, après 3 ans de génocide, et prononçait un discours, tous les membres du Congrès, comme des phoques applaudissant, lui offriraient 50 ovations debout. Et la moitié des bureaux, qui sait, peut-être plus, des membres du Congrès au Capitole américain arborent des drapeaux israéliens et des plaques disant, vous savez, nous soutenons Israël, nous sommes aux côtés d'Israël, etc., etc. You know, we stand with Israel, we support Israel, etc., etc. So you can't, you know, politically you can't challenge Israel. Donc, politiquement, on ne peut pas s'opposer frontalement à Israël. Mais je pense que le réalignement est déjà en cours. Et vous savez, il y a seulement quelques jours, nous avons eu le sommet de l'OCS à Shanghai, en Chine. Et le monde se rend compte que l'architecture sécuritaire actuelle les condamne à être en guerre de façon permanente, à être ciblés à tout moment du jour ou de la nuit par les Israéliens et leurs soutiens occidentaux. Ils doivent donc, premièrement, se réconcilier avec leur propre population dans leur pays et deuxièmement, dialoguer avec les Chinois, les Russes et les Iraniens, car l'Iran est désormais la nouvelle pierre angulaire de la future architecture sécuritaire de cette région. Alex, d'après ce que tu as dit, il semble que les États-Unis soient piégés dans 2 des projets britanniques les plus importants, l'un en Ukraine et l'autre en Israël. Et j'irais même jusqu'à dire que, même dans le cas de l'Iran, ils parlent encore des otages de 1969 et 1980. Cela n'a plus de sens d'en parler, compte tenu de la situation actuelle. Les racines des problèmes entre l'Iran et les États-Unis, à mon avis, proviennent aussi d'une sorte de haine qu'ils éprouvent envers l'Iran. Ces personnes que tu as décrites, qui agissent dans l'ombre, n'aiment pas l'Iran parce que le pétrole iranien leur appartenait autrefois. Ils avaient tout. Oui. Oui, c'est exact. Et les Américains sont arrivés dans le jeu bien plus tard. Ils sont entrés en scène après la Seconde Guerre mondiale. Les Britanniques avaient déjà pénétré en Iran au début du siècle dernier. Donc dès le tout début des années 1900, les Britanniques étaient déjà en Iran et voulaient sécuriser les réserves de pétrole iraniennes pour les exploiter. Ainsi, ce sont les Britanniques qui avaient pratiquement le contrôle total de toute la production pétrolière iranienne. À un certain moment, ils ont commencé à perdre le contrôle là-bas. Et d'une manière ou d'une autre, ce qui reste pour moi un grand mystère, ils ont réussi à convaincre les Russes, les Soviétiques, sous le gouvernement de Staline, de les aider à pacifier l'Iran. Ainsi, pratiquement 1 mois après le début de l'opération Barbarossa, qui a eu lieu en juillet 41, en août 1941, 1 mois plus tard, les Russes ont envoyé environ 100 000 soldats en Iran pour occuper le nord du pays, tandis que les Britanniques contrôlaient le sud de l'Iran. Mais au final, les Russes ont fini par se retirer et ont laissé l'Iran aux Britanniques. Ensuite, ils ont créé la British Iranian Oil Corporation et ont pratiquement pris le pétrole iranien gratuitement. Je crois qu'ils laissaient moins de 9% des redevances à l'Iran. Presque toute la valeur du pétrole iranien allait aux Britanniques. La société qui s'appelle aujourd'hui BP s'appelait alors Anglo-Iranian Oil ou quelque chose comme ça. Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que les Américains se sont en quelque sorte imposés et ils ont alors commencé à partager. Lorsque Mossadegh est arrivé au pouvoir, il voulait nationaliser le pétrole iranien au profit du peuple iranien. Et cela n'a pas été fait de manière brutale.
And it was not done in any thuggish way. They proposed, they went through the United States. Ils sont passés par les Nations Unies. Ils ont proposé aux Britanniques de les indemniser, de payer les installations et les raffineries qu'ils allaient reprendre à un prix équitable. Mais les Britanniques ont refusé. Ils ont absolument refusé. Et ensuite, ils ont fait appel aux Américains et à la CIA. Ensemble, ils ont renversé Mossadegh puis installé le Shah et son régime, vous savez, brutal et répressif. Donc cela remonte à très 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 loin. Les Américains sont arrivés relativement tard dans l'histoire, mais les Britanniques sont présents, je crois, depuis 1903 ou quelque chose comme ça, depuis très très longtemps. Et ils n'ont cessé de remuer ce chaudron presque sans interruption. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, ce sont les Britanniques qui veulent un changement de régime. Car ce qu'il est important de comprendre dans la situation iranienne, c'est que l'objectif de ce système oligarchique de pouvoir en Occident est le changement de régime en Iran. Ils ne se soucient pas du programme nucléaire iranien. Ils donneraient des bombes nucléaires à l'Iran s'ils pouvaient installer leurs propres hommes au sein du gouvernement iranien. C'est ça le vrai enjeu. Et vous savez, on a vu que Trump n'était pas d'accord avec ça. Il a dit « Je ne suis pas intéressé par un changement de régime ». Il voulait conclure des accords pour que des entreprises américaines puissent aller là-bas et faire des affaires avec les Iraniens. Mais les Israéliens, qui sont la création de l'Empire britannique, de la City de Londres et de Paris, veulent un changement de régime. Donald Trump. Et disons que les États-Unis doivent décider de ce qu'ils veulent être. Car avec l'attaque contre le Qatar, tout est remis en question. Et la Russie et la Chine, à mon avis, ont l'avantage dans la région. Ils peuvent nouer de nouvelles amitiés, conclure de nouveaux accords de sécurité avec les pays du Moyen-Orient, en Asie occidentale en particulier. Pensez-vous que les personnes qui sont au pouvoir aux États-Unis comprendront la gravité de ce qui s'est passé? Parce que je ne vois rien de bon arriver aux États-Unis à l'avenir, même dans les 5 prochaines années, si cette attitude du gouvernement israélien persiste. S'ils commencent à attaquer à nouveau le Qatar, s'ils attaquent l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn, ces pays ne peuvent pas se défendre, pour être honnête. Bachar el-Assad était bien plus capable de défendre la Syrie que ses dirigeants de ces États arabes. Oui, tu as tout à fait raison, Nima. Et tu sais, il n'est même pas nécessaire d'aller bien loin. L'un des pays qui vient de rejoindre l'initiative La Ceinture et la Route est le Népal. Et il y a 2 ans, je crois que c'était en novembre 2023, les championnes des révolutions de couleur dans le monde, Victoria Nuland et Samantha Power, étaient au Népal pour vanter les mérites de la démocratie libérale et faire pression sur le gouvernement népalais afin qu'il choisisse entre l'ordre mondial fondé sur des règles et la Chine. Et donc, tu sais, les Népalais ont mal choisi. Ils ont adhéré à l'initiative La Ceinture et la Route. Et comme par hasard, aujourd'hui, il y a une violente révolution de couleur qui se déroule au Népal. Et je pense que si tu es Mohammed Ben Salman en Arabie Saoudite, si tu es un cheikh qatari, si tu es le dirigeant des Émirats arabes unis ou de l'un de ces gouvernements, tu dois te demander, est-ce que cela va m'arriver aussi? Et donc, il faut faire un choix. Est-ce que je veux être un vassal soumis à cet ordre mondial fondé sur des règles? Ou est-ce que je me lève pour dire « Nomas, vous savez, ça suffit, on va plus continuer comme ça ». Je pense que l'expérience du Qatar a été un réveil brutal. Parce que jusqu'à présent, ils pensaient d'accord, ils veulent qu'on aide à renverser Bachar al-Assad. Bon, très bien. Quelques milliards pour le HTS, Al-Qaïda, Al-Nosra, oui, on va coopérer là-dessus. On veut juste être en paix. On a leur base militaire ici. On peut pas faire grand-chose.
Mais je trouve très intéressant que Trump ait maintenant proposé un accord de coopération militaire avec le Qatar, ce que les Britanniques ont, mais apparemment pas les Américains. Et donc on voit maintenant que Trump entre dans le domaine britannique. Il les évince du Qatar, si j'interprète bien la situation. Et cela aura des conséquences, surtout si Trump s'en sort. Et ensuite, si J.D. Vance prend la relève ou quelqu'un du camp Trump, alors les Britanniques vont commencer à être évincés de la région. Je comprends que beaucoup de gens pensent que je donne trop de crédit à Trump, qu'il joue à une sorte d'échec en 5D. Et parfois j'en doute moi-même. Peut-être que c'est le cas, ou peut-être qu'ils sont vraiment aussi stupides qu'ils en ont l'air. Mais je cherche aussi des indices du côté des Britanniques, des Européens en général, et des Russes. Cela me confirme en quelque sorte que mon intuition est peut-être juste, parce que les Européens sont absolument hystériques à propos de Trump. Ils le détestent, et c'est dans leurs médias tous les jours, tout le temps. Et puis les Russes, au contraire, le soutiennent. Les Russes font leur devoir, ils savent à qui ils ont affaire. Ils y font face tous les jours. Et donc, Vladimir Poutine a déclaré que lorsqu'il était au sommet économique de l'Est à Vladivostok, il a dit que lors du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai en Chine, il avait informé ses partenaires là-bas du sommet de l'Alaska en août et que la nouvelle avait été très bien accueillie. Il a précisé que personne n'avait émis la moindre critique à l'encontre de Donald Trump. Ensuite, nous avons eu Kirill Dmitriev qui a publié deux choses très intéressantes ces derniers jours. L'une d'elles était qu'il a fait circuler deux images. L'une était un dessin animé représentant trois animaux assis autour d'une table et partageant le thé en amis. Il y avait un tigre avec le drapeau indien au-dessus de lui, un ours avec le drapeau russe au-dessus de lui, et un panda avec le drapeau chinois. Donc l'implication était une amitié entre la Russie, la Chine et l'Inde. Et puis sous cette image, il avait la même photo, mais il y avait aussi un aigle avec un drapeau américain au-dessus. Il a publié ça sur son Instagram, où il a principalement des abonnés russes. L'image dit « Quelle image est la meilleure ?» Sa publication dit « Quelle image est la meilleure? Celle qui inclut les États-Unis ou celle sans les États-Unis ?» Il a publié sur X que 67% de ses abonnés russes ont choisi l'image incluant les États-Unis. Et puis rappelez-vous Trump il y a quelques jours, non, pas il y a quelques jours, à la fin du mois d'août, je crois le 30 août, Trump a publié une photo de lui comme ça avec sa main, et au-dessus de sa main gauche, il y avait Q+, Q, vous savez le QAnon. Et puis au-dessus de lui, il était écrit « Personne ne peut arrêter ce qui arrive ». Et en dessous, il était écrit « Le monde comprendra bientôt ». Donc Kirill Dmitriev a repartagé cette image. Et il a aussi, je ne sais pas si c'était dans la même publication ou une autre, mais il a dit « Donald Trump et Vladimir Poutine empêcheront le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale ». Il n'a pas dit « devrait », « pourrait » ou « risquerait ». Il a dit « empêcheront ». Et pour que tout le monde comprenne, Kirill Dmitriev n'est pas un Russe quelconque. Il est à la tête du Fonds souverain russe. Il est le principal conseiller de Vladimir Poutine sur les questions de développement économique. Et il faisait partie des personnes qui étaient en Alaska pour la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Et donc, vous savez, en prenant exemple sur les Russes, qui comprennent probablement cette situation bien mieux que vous et moi, et que la plupart des gens du public, le fait demeure qu'ils sont très ouverts à la coopération avec les États-Unis, qu'ils préfèrent que les États-Unis fassent partie du nouveau paysage mondial et de la nouvelle architecture de sécurité dans le monde. Et le fait que Kirill Dmitriev ait déclaré que Trump et Poutine
empêcheront le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale? Je pense, je ne sais pas, mais j'ai tendance à croire que c'est une déclaration très importante et qu'elle n'a pas été faite au hasard, qu'elle a été faite de manière très délibérée. Cela me dit qu'ils comprennent les enjeux auxquels nous sommes confrontés. Ils comprennent la source du danger et du risque. Ils comprennent que la Troisième Guerre mondiale est une possibilité réelle et un risque réel, et qu'ils comprennent d'où vient le danger et qu'ils ont accepté de coopérer pour empêcher que cela n'arrive. Donc vous savez, je peux me tromper, mais j'espère vraiment, sincèrement, avoir raison. Alex, la guerre en Ukraine a transformé l'armée russe. Regardez l'armée russe aujourd'hui par rapport à ce qu'elle était avant le début du conflit en Ukraine. Ce n'est même pas comparable. Supposons que cette guerre par procuration les ait placés dans une meilleure position, politiquement, géopolitiquement, militairement, à tous les niveaux. Pourquoi la Russie aurait-elle besoin d'entrer en Pologne? Et ils essayent de le faire. Hier, j'ai parlé avec Alistair Crooke, avec Scott Ritter, tout le monde dans les médias alternatifs. Ils pensent qu'il s'agissait d'une opération sous faux drapeau. C'est l'un de ces derniers mouvements, avant que tout ne s'effondre. Parce que si vous n'êtes plus capable de poursuivre le conflit en Ukraine, le personnel, les armes, cela ne va plus comme avant pour l'Ukraine. Alors que vous reste-t-il? Il vous faut une opération sous faux drapeau. Il vous faut une nouvelle attitude. Allez-y. Oui, exactement, Nima. Et c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous anticipaient et prédisaient, qu'il deviendrait d'une manière ou d'une autre nécessaire de mettre en scène une attaque sous faux drapeau quelque part en Europe, afin de galvaniser l'unité du bloc occidental, de l'Occident collectif, de la coalition des volontaires si l'on veut, pour que tous se lèvent, s'unissent et partent en guerre contre la Russie. Parce que c'est leur seul espoir qui leur reste. Et la même chose s'est produite en Syrie, en je crois 2015, lorsque Bachar al-Assad était enfin sur le point de gagner. Appelons cela une guerre civile, même si ça ne l'était pas. Et puis, soudainement, il a été accusé d'avoir organisé une attaque chimique contre son propre peuple, ce qui était manifestement mis en scène avec la participation des casques blancs et des médias occidentaux. Là encore, l'objectif était d'essayer de rallier l'Occident pour venir en aide à Al-Nosra et à Al-Qaïda, et pour en finir avec le régime de Bachar al-Assad. Mais souvenez-vous, cela n'a pas fonctionné. Ainsi, pendant au moins 8 années supplémentaires, Bachar al-Assad a survécu et est resté président de la Syrie. Et aujourd'hui, nous avons cette prétendue attaque. Il s'agissait uniquement de drones sans charge utile, sans explosifs à bord. C'est donc très étrange ce qui s'est passé. Les Russes ont immédiatement déclaré qu'ils n'avaient rien à voir avec cela, ce que nous ne savons pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Which we don't know. Maybe it does, maybe it doesn't. There's a possibility that the drones were Russian. Il est possible que les drones aient été russes, mais qu'ils aient dévié de leur trajectoire à cause de la guerre électronique, la guerre EMF, qui les aurait fait perdre la connexion avec leur système de guidage. Apparemment, ils étaient tous des leurs puisqu'ils ne transportaient aucune charge utile, et je pense qu'ils étaient tous fabriqués en polystyrène. Donc ce n'étaient pas les drones gérants, ceux qui volent et bombardent des cibles. Il serait donc incroyablement stupide et insensé de la part des Russes de mettre en scène ce genre d'attaque et de provocation de manière délibérée. Il est presque certain qu'il s'agissait soit d'un accident, soit d'une attaque sous faux drapeau. Maintenant, on voit les puissances européennes, ou plutôt pas les puissances européennes, mais les dirigeants de ce système de gouvernance pro-mondialiste, explosé d'indignation. L'affront russe, violation de l'espace aérien polonais, cela ne peut être pardonné. Nous devons tous nous unir et partir en guerre, car voilà, les Russes nous ont montré qu'ils veulent envahir l'Europe. C'était le début. Nous devons nous unir
et ainsi de suite. Dans le même temps, Israël peut bombarder 6 pays en 72 heures et personne ne bronche. Mais tout le monde est complètement indigné par des drones leurres russes. Peut-être qu'ils ne sont même pas russes. Peut-être qu'ils sont ukrainiens et qu'ils sont entrés dans l'espace aérien polonais. Donc je pense que nous sommes face à un faux drapeau destiné à intensifier la guerre, à venir au secours de l'Ukraine en unissant la coalition européenne des volontaires, 26 nations qui se seraient engagées à aider l'Ukraine. Mais je ne suis pas convaincu et je ne sais pas si cela va fonctionner. Je voudrais quand même rappeler à vos téléspectateurs que depuis septembre dernier, cela va donc faire environ 1 an maintenant, toutes les webcams, à 1 ou 2 exceptions près, mais plusieurs centaines de webcams dans la ville de Londres se sont éteintes. Elles sont toutes éteintes, et elles le sont encore aujourd'hui. Et je pense qu'il est tout à fait possible que cela suggère qu'une attaque sous faux drapeau est en préparation pour Londres. Donc vous savez, si un engin nucléaire explosait au-dessus de Londres, ou si une bombe sale était utilisée, cela pourrait être le déclencheur, car il faut un événement à fort nombre de victimes, ce qui n'a pas été le cas en Pologne. Et il faut que ce soit émotionnellement très puissant. Il faut que l'impact émotionnel soit extrêmement fort, car ensuite on suit avec la couverture médiatique et on prépare ce que Matthias Desmet a appelé la psychose de formation de masse. Et alors, on peut manipuler la population et essayer d'obtenir son consentement pour une guerre contre la Russie. Cela pourrait donc être le grand événement sous faux drapeau qu'ils envisageront. Et je pense qu'ils sont assez désespérés pour faire exploser une bombe sale à Londres. C'est existentiel pour eux. Et nous avons déjà des déclarations de plusieurs personnes comme Gordon Brown, Mark Milley et Mateusz Morawiecki. Ils disent tous que si nous perdons en Ukraine, comme Boris Johnson aussi, si nous perdons en Ukraine, cela signifiera la fin de l'hégémonie occidentale pour des générations à venir. Ils sont donc désespérés et ils sont prêts à tout sacrifier, même un grand nombre de personnes à Londres, pour créer cet événement sous faux drapeau hautement émotionnel, afin de tenter de provoquer une psychose de formation de masse, de déclencher une réaction qui pousserait alors les Européens à accepter d'envoyer leurs fils mourir dans une guerre contre la Russie. Évidemment, pas pour leur propre bénéfice, mais pour celui de cette oligarchie qui continue en grande partie de diriger les choses et qui veut démanteler la Russie, coloniser la Russie et transformer la richesse des ressources naturelles russes en leur propre garantie privée. Je pense que la menace d'une guerre mondiale est toujours présente. Alex, parce que l'issue, dans le cas de cette opération sous faux drapeau, à mon avis en Pologne, la réaction a été d'une certaine manière incroyable. On voit des F-35, on voit des Rafales, des avions de chasse français capables de transporter des bombes nucléaires, survoler la mer Noire. Ce sont d'énormes escalades. Elles peuvent déclencher quelque chose de grand, plus grand que ce que nous avons vu jusqu'à présent, une guerre mondiale. Mais après tout, reculer face à ce qui se passe en Ukraine, il me semble que la guerre en Ukraine, ce qui s'est passé avec l'armée russe, ce que nous avons vu avec l'armée chinoise, à quel point elles sont grandes et capables, ce qui s'est passé entre l'Iran et Israël. 12 jours de guerre, qui visaient d'ailleurs principalement un changement de régime en Iran. Il semble que nous nous dirigions à nouveau vers une sorte de révolution coloniale, ou une forme de guerre froide, une nouvelle version de la guerre froide. Et ce n'est pas seulement au Moyen-Orient. Regardez le Pakistan, toujours en Asie de l'Ouest. Regardez le Bangladesh. Vous avez mentionné le Népal. Au Népal, ils essayent de gérer un coup d'État,
une révolution de couleur, qui est à deux doigts de devenir une révolution. L'Inde et la Chine, qui jouent un rôle si important dans cette campagne de pression sur la Russie, tout est là. Et pensez-vous que l'establishment, ceux qui sont responsables de ce qui se passe, on peut les appeler les mondialistes. Je n'aime pas ces termes, mais ce sont des mondialistes. Mais comment le vois-tu? Comprennent-ils vraiment ou ont-ils compris? D'une certaine manière, ont-ils décidé que la guerre ne leur serait pas favorable? Alors, ils se tournent vers les révolutions de couleur, parce que leurs adversaires ne sont pas vraiment capables de les gérer ou de leur résister. La Russie ne connaît pas grand-chose aux révolutions de couleur. La Chine non plus. L'Iran, d'une certaine façon, ils n'ont aucune idée des révolutions de couleur, parce qu'ils n'ont jamais rien fait de ce genre dans aucune région du monde. Mais les mondialistes sont des maîtres des révolutions de couleur. Ce serait leur principal atout, le point le plus important pour eux, car ils y sont très puissants. Oui, ils sont doués pour ça. Et ils ont une longue tradition d'organiser des révolutions de couleur et des coups d'État. Mais je pense que cela n'a pas toujours des résultats prévisibles, parce que, vous savez, parfois, ils organisent un coup d'État. Eh bien, par exemple, en Iran, ils ont effectivement organisé un coup d'État contre Reza Pahlavi, et ils ont fait venir Khomeini de Paris, mais Khomeini s'est retourné contre eux. Donc cela n'a pas eu de résultat prévisible. Et puis, ils ont changé le gouvernement au Pakistan. Ils ont renversé Imran Khan. C'était quand? 2022, 2023. Mais maintenant, le gouvernement pakistanais n'est pas exactement un allié. Ils ont un énorme problème avec le Pakistan. Ils ont changé le régime au Bangladesh. On verra ce que cela donnera. Donc je pense que les révolutions de couleur elles-mêmes sont, vous savez, on peut renverser le gouvernement qui vous dérange, mais ce n'est pas une garantie que le prochain gouvernement vous sera exactement obéissant. Et même, vous savez, ils ont soutenu la révolution de couleur en Ukraine en 2004, mais cela n'a pas fonctionné parce qu'ils ont mis Viktor Yushchenko au pouvoir, qui était à peu près aussi populaire en Ukraine que Keir Starmer l'est en Grande-Bretagne aujourd'hui. Donc je pense que ce n'est pas une proposition gagnante, qu'il faille continuer à organiser des révolutions de couleur et des coups d'État, en espérant faire venir quelqu'un comme Zelensky, ou quelqu'un comme Boris Eltsine, ou Juan Guaido au Venezuela. Je pense que les résultats de ces révolutions de couleur sont bien moins prévisibles que peut-être une invasion ou une guerre à visage découvert. Et puis, vous savez, il faut se rappeler que la fonction de la guerre n'est pas seulement d'aller attaquer le régime cible. L'une des principales fonctions de la guerre est de permettre à l'establishment dirigeant de votre pays d'avoir un ennemi extérieur afin de maintenir la cohésion de la société. Parce que si les gens ont peur de la guerre, s'ils craignent un ennemi extérieur malveillant qui pourrait envoyer des missiles ou tenter de conquérir leur pays ou de l'envahir, alors ils soutiendront leur gouvernement. Même s'ils les détestent, ils feront bloc derrière eux par peur de l'ennemi extérieur. Donc vous savez, on ne retrouve pas cette dimension dans une opération de changement de régime, mais on la retrouve dans une guerre. Mais vous savez, le problème avec cette escalade contre la Russie aujourd'hui, c'est que tout cela n'est que du vent. Ce ne sont que des coups de communication. Ils peuvent faire voler des rafales au-dessus de la mer Noire et faire semblant d'être durs. Mais ils n'arrivent à rien avec ça. Car sans le renseignement satellitaire américain, sans le soutien logistique américain, les munitions, les pièces détachées, la coordination, la capacité de faire la guerre des Européens est très, très limitée. Et ils savent qu'ils ne peuvent pas mener une guerre contre la Russie avec succès. Ils peuvent faire voler leurs avions de chasse et détruire quelques cibles,
mais ils perdront beaucoup de leurs appareils et reviendront la queue entre les jambes. Et Trump n'est clairement pas d'accord. Trump a récemment annoncé qu'il réduirait le financement de la défense, les dépenses de défense, pour les pays frontaliers de la Russie, c'est-à-dire les pays membres de l'OTAN qui bordent la Russie, à savoir les États baltes, la Pologne, la République tchèque, la Hongrie, la Roumanie et la Moldavie. Bon, la Moldavie n'est pas dans l'OTAN, mais on parle de 300 millions de dollars. Donc, vous savez, cela n'a encore une fois pas vraiment attiré l'attention des médias. Mais c'est une véritable mesure, une véritable décision et un signe d'un changement de politique de l'administration Trump, ce qui est une raison supplémentaire pour laquelle les Européens sont extrêmement paniqués. Et non seulement ils intensifient cette guerre, mais nous avons aussi eu Ursula von der Leyen cette semaine qui s'est adressée au Parlement européen en disant que nous sommes au bord d'une nouvelle urgence sanitaire. Vous savez, une autre pandémie. Mais de quoi parle-t-elle? Franchement, on dirait qu'ils s'accrochent à n'importe quoi. Ils vont essayer n'importe quoi maintenant, parce qu'ils sont littéralement en train de faire face à une défaite en Ukraine. Ce que l'administration Trump essaie de faire, c'est de leur mettre beaucoup de pression. Et dans le cas de l'Inde et de la Turquie, Donald Trump dit aux Européens que non seulement ils reçoivent du pétrole et du gaz directement de la Russie, mais qu'ils en reçoivent aussi de l'Inde et de la Turquie. C'est pourquoi, après plus de 3 ans de guerre, nous approchons maintenant des 4 ans, l'Europe reçoit toujours la majeure partie de l'énergie russe. Oui, mais cela ne va pas disparaître. C'est simplement la réalité des choses. J'étais dans l'armée croate pendant la guerre dans les années 1990 et je me souviens que nous faisions beaucoup de commerce avec les Serbes. Nous faisions la guerre contre les Serbes, mais quand ils avaient besoin de pétrole, les raffineries croates leur en livraient et leur en vendaient. Et nous avions même alors, un ami à moi m'a raconté cette histoire à l'endroit où il était posté. Et il disait qu'ils étaient au milieu. Vous savez, il y avait des positions serbes, des positions croates et des positions musulmanes. Et donc, des combats ont éclaté entre les Serbes et les musulmans. Et les Croates étaient juste là, mais ils ne participaient pas à ces combats. Un jour, les Serbes ont appelé les Croates et ont dit « Eh bien, nous sommes à court d'obus de mortier. En avez-vous » Et le commandement croate leur a répondu « Oui, nous en avons, mais nous n'allons pas vous les donner parce que vous allez ensuite tirer sur nous. » Alors le commandant serbe a dit « Non, 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 nous en avons besoin pour bombarder les musulmans. Vous avez notre parole, nous ne vous bombarderons pas. » Les Croates ont alors dit « Bon, d'accord. » Ils leur ont donc vendu une cargaison de ces obus de mortier. Et les Serbes ont bombardé les musulmans et ont tenu parole. Ils n'ont pas bombardé les Croates. Mais vous savez, ce genre de choses arrive en temps de guerre. Vous savez, c'est la réalité de la situation. Donc le fait que les Européens soient tellement désespérés de détruire la Russie, mais qu'ils continuent à acheter des armes, du pétrole et du gaz, et qui sait quoi d'autre, à la Russie, cela ne me surprend pas. Peut-être qu'ils doivent enlever les étiquettes et faire acheter les produits par les Indiens, puis les importer indirectement, même s'ils payent une prime plus élevée. Mais ce genre de choses va se produire tout le temps. La guerre n'est pas hermétique et elle n'est pas totale. Certains accords commerciaux continuent de fonctionner comme si de rien n'était. Je pense que c'est simplement normal. C'est comme ça. Merci beaucoup, Alex, d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir, comme toujours. Plaisir. Merci. À la prochaine, Nima. À bientôt. Au revoir. Prends soin de toi.